de donner la parole à mon ami, professeur Alima, juste pour vous rappeler par rapport à la santé animale, ce n'est pas une question, c'est juste un complément. Cet épisode du Covid nous a rappelé un peu l'effroyable vérité que nous avons toujours occultée. L'homme qui se croit le maître du monde, il a occulté la santé animale, il a occulté la santé environnementale. Et on le voit avec cet épisode. Vous savez que le Covid, le coronavirus, le réservoir, c'est probablement la chauve-souris, d'accord, qui héberge des milliers de virus. Et donc, l'homme, qu'est-ce qu'il fait à aller chercher de la chauve-souris? En plus, on a besoin d'un hôte intermédiaire. L'hôte intermédiaire, on a parlé du pangolin pour le Covid-19. Si vous l'avez déjà vu, c'est un petit mammifère à écailles. Il est déjà moche. Qu'est-ce qu'on a à faire? Aller le chercher et le ramener pour le manger. Et puis, l'épisode, il y a le SARS-CoV de 2002, la civette palmiste. Je vais vous raconter une petite histoire sur la civette palmiste. La civette palmiste, c'est un petit mammifère de 4 kg à peu près, qui a une queue plus longue que le corps, qui vit à l'état sauvage et qui se nourrit d'un peu de tout, de fruits, de rats, d'insectes, mais il se nourrit également de baies de café. Et il a la particularité d'éliminer ces baies de café sous forme d'éliminer avec des excréments ces baies de café en grains fermentés, qui est récupéré et qui donne un café le plus cher au monde, qui se vend à $500 le kilo. D'accord? La civette palmiste qui donne le café le plus cher, qui s'appelle le Kopi Luwak, et qui a un goût du fait du procédé de fermentation dans le tube digestif de la civette palmiste, qui donne un café qui a un arôme de chocolat. Voilà, c'était juste une parenthèse. Et donc l'OMS, qu'est-ce qu'elle prend depuis quelques années? Le One Health, une seule santé, une santé animale, une santé environnementale et la santé humaine. Donc c'était juste pour vous rappeler par rapport à la thématique de la conférence précédente. Voilà. Merci Badr pour l'information. Attention au café comme moi. Il ne faut pas l'acheter trop cher. Donc, je ne sais pas si le conférence est prêt, c'est monsieur, je présente M. Fatim Youssef, qui est lauréat de l'école Mohammedia d'ingénierie à Rabat. Il est depuis 2015 spécialiste senior en coopération technique au sein de la Banque islamique de développement AGETA, en charge de l'Afrique de l'Amérique latine. Il cumule plus de 24 ans d'expérience dans le domaine de la coopération pour le développement avec 4 institutions, dont 2 au niveau international, l'UNICEF et la Banque islamique de développement. Il est aussi activiste associatif, membre fondateur de structures religieuses au Maroc. Son expertise couvre les domaines de la conception, de la gestion des programmations, de coopération pour le développement et la coopération sud-sud et triangulaire, le renforcement des capacités, la décentralisation et la gouvernance locale, l'aide humanitaire et la société civile. M. Hakim est aussi membre du Conseil panafricain de la recherche scientifique et je suis très contente de l'appeler pour présenter cette dernière conférence pour cette belle journée, tel transfert et financement à l'international. Ravi de vous écouter, M. Hakim. À vous la parole. Merci infiniment, madame. Bonsoir à tout le monde. Je suis ravi aujourd'hui de contribuer à ce débat sur quelle stratégie pour Covid vers le développement d'un vaccin dans le Maroc. Donc, mon intervention va se focaliser sur l'aspect développement du capacité et surtout avec l'approche écosystème national de biotechnologie médicale. Et je suis ravi aujourd'hui d'entendre que peut-être 50-60% des intervenants, ils ont cité l'écosystème pour la biotechnologie. Donc voilà, mon intervention sera articulée comme suit. Donc je vais commencer par une brève présentation de la Banque de développement, Banque islamique de développement, quelques éléments de contexte, et puis je vais me focaliser sur l'approche holistique du développement de capacité, à savoir l'écosystème national de technologie, et puis quelques analyses, conseils et recommandations, mais le plus important, un appel à l'action que nous pouvons faire ensemble suite à cette journée précieuse.
Donc voilà la Banque islamique de développement, c'est une banque de développement multilatérale. Elle a été créée en 1975 pour promouvoir le développement social et économique dans les pays membres. Alors les pays membres, ils couvrent 57 pays dans le monde, donc ils couvrent les 4 continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe et l'Amérique latine. Au niveau de l'Amérique latine, nous avons 2 pays membres qui sont la Guyane et le Venezuela. Alors la particularité, c'est que tous ces pays membres sont des pays du Sud. Alors la banque fournit un financement pour les projets qui relèvent des secteurs privés et publics, mais le plus important, c'est que la banque aussi offre le développement des capacités dans les secteurs. Et elle a une longue expérience en matière de coopération technique, l'étude triangulaire qui a débuté en 1990. Alors, la pandémie Covid, qu'est-ce qu'elle a révélé du point de vue coopération et développement des capacités? Alors, la première révélation, c'est que malgré l'avancée technologique et le niveau de développement de certains pays, comme les États-Unis et la Grande-Bretagne, leurs économies ont été mises à jour en quelques semaines après le lancement de la pandémie. Deuxième révélation, c'est que la biotechnologie médicale est un outil de résilience économique et de bien-être sanitaire à la fois. Et que le développement de la biotechnologie devient une affaire de sécurité nationale et une nécessité presque absolue. Alors, le développement de ce secteur n'a pas été restreint aux pays développés, puisque quelques pays en voie de développement, pays du Sud comme l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, ils ont fait des avancées remarquables en matière de biotechnologie. Alors, qu'avons-nous appris de cette expérience en termes de coopération? Je crois que parmi les leçons tirées, c'est que la mobilisation de l'ensemble des acteurs de la coopération, que ce soit au niveau national, régional et global, est cruciale pour affronter les défis de développement et les crises sanitaires mondiales en particulier. Et nous avons aussi constaté que certains pays sont plus en avance que d'autres en termes de développement de biotechnologie médicale et de réponse à la pandémie. Et la question c'est pourquoi certains pays sont en avance par rapport à d'autres. Alors les pays qui ont une capacité nationale, c'est-à-dire un engagement politique, des arrangements institutionnels de soutien, sont en avance en matière de vie, chose qu'on peut résumer en écosystème. Donc les pays qui ont un écosystème, ils ont permis de développer une capacité nationale de réponse. Alors juste par rapport au concept de capacité, au développement de capacité, j'aimerais m'arrêter juste une minute par rapport à ça, pour définir le développement des capacités qui est souvent parfois simplifié à la formation, training. Non, le développement des capacités, c'est un processus continu par l'intermédiaire des individus, des organisations et des sociétés. Ils développent et renforcent et maintiennent leurs capacités pour fixer et atteindre leurs propres objectifs de développement public. Donc les capacités sont liées aux objectifs de développement. Je fixe des objectifs, il faut que je développe mes capacités pour pouvoir atteindre ces objectifs, que ce soit au niveau individuel, social ou institutionnel. Le deuxième élément, c'est que les capacités, ils ont 3 dimensions. Il y a les capacités individuelles, ce sont les individus, les ressources humaines, les personnes. Ce n'est pas suffisant de les capacités des personnes sans pouvoir développer aussi l'organisation, le système dans lequel ces gens-là travaillent. Donc le deuxième niveau de capacité, c'est la capacité organisationnelle des institutions, des organisations du système. Et puis à la fin, c'est l'environnement institutionnel global. L'individu est dans l'institution et l'institution est baigne dans cet environnement. D'où les 3 dimensions de capacité, l'individuel, l'organisationnel, que la banque a adopté comme approche pour le développement de capacités. Alors, développement de capacité, approche écosystème. Pour pouvoir respecter cette approche holistique et cette approche multidimensionnelle de la capacité, on propose aujourd'hui, dans le cadre de ce forum, le concept de l'écosystème pour la biodiversité. L'écosystème, juste une définition abstraite, donc c'est une collection d'éléments interconnectés avec des boucles de rétroaction et des interactions. Donc ces éléments se complètent sans ordre hiérarchique spécifique, mais il faut avoir un chef d'orchestre, un coordonnateur pour cet écosystème qui va assurer la coexistence et l'harmonie entre les parties.
Donc à la fin, c'est une approche systémique caractérisée par l'existence de plusieurs acteurs, de multiples inputs, de multiples interactions, et qu'il faut tous mettre ensemble et assurer une marche ensemble pour que cet écosystème fonctionne. À l'instar des écosystèmes biologiques, donc à la fin, ce sont des éléments qui vivent en harmonie et qui permettent à cet écosystème de continuer. Alors l'écosystème national de biotechnologie qu'on propose aujourd'hui dans le cadre du forum, c'est un ensemble d'arrangements institutionnels interdépendants. Ces arrangements, ils se complètent sans hiérarchie spécifique. Et l'avantage ultime de l'écosystème se matérialise lorsque toutes les parties coexistent et travaillent ensemble. En un écosystème formé l'environnement propice au développement de la biotechnologie. Alors, le modèle conceptuel qu'on va vous proposer, il est axé sur 3 piliers. L'écosystème qu'on propose pour la biotechnologie, il est articulé autour de 7 piliers qu'on va passer en revue rapidement. Alors, le premier pilier de cet écosystème de biotechnologie, c'est la volonté politique. La volonté politique au plus haut niveau de l'État, du gouvernement, elle est essentielle, en vue d'inclure la biotechnologie en tant qu'élément de la stratégie nationale de développement. La Chine, dans leur plan de développement, la biotechnologie, elle occupe une partie importante au niveau de ce plan national. La volonté politique va assurer l'intégration du développement de la biotechnologie dans les instruments législatifs et réglementaires appropriés. J'étais ravi aujourd'hui d'entendre que notre cadre juridique est innovant et qu'il est prêt à être flexible pour qu'on puisse, dans le cadre de ce cadre juridique, développer la biotechnologie. Et juste par rapport aussi aux mesures réglementaires, je me réfère au livre blanc sur la recherche biomédicale au Maroc qui a été publié en 2018 et qui propose un ensemble de textes réglementaires et juridiques qui vont favoriser la recherche biomédicale au Maroc, qui est une partie importante de la biotechnologie. Alors, le deuxième pilier de cet écosystème, c'est la stratégie nationale de biotechnologie. La stratégie de développement de la biotechnologie va aider le gouvernement à identifier clairement les domaines prioritaires et aussi les lacunes, les besoins potentiels de développement qui pourraient être traités par la biotechnologie. Et je crois que la pandémie a révélé que ça devient une nécessité et que ça touche plusieurs domaines, que ce soit pour la sécurité économique ou bien pour le bien-être sanitaire. Et là, je me réfère au plan stratégique, à la stratégie de l'aide en matière de biotechnologie pour la période 2015-2020. J'ai le lien ici, j'ai le document. Il est intéressant de la possibilité d'avoir une idée sur ce document et l'importance d'avoir une feuille de route, une stratégie nationale pour le développement de la biotechnologie. Alors, le troisième pilier de cet écosystème, c'est les bases d'information efficaces pour la biotechnologie. Les bases de données sur la biotechnologie. Elles pourraient aider le pays à consolider, à mettre à jour les données, notamment sur les recherches cliniques, sur les scientifiques qui travaillent dans les différents domaines de la biotechnologie, avant ou ailleurs, et afin d'utiliser convenablement ces recherches et statistiques. Alors, on passe au quatrième pilier de ce modèle conceptuel de l'écosystème qu'on a appelé ici les acteurs capables de connaître. Donc, il s'agit de renforcer les capacités des différentes parties prenantes de l'écosystème, soit des structures privées ou publiques, et de créer un mécanisme de coordination entre ces acteurs. Ce matin aussi, dans le discours du secrétaire général du ministère de la Formation supérieure et de la Recherche scientifique, on a entendu aussi parler de ce partenariat que le secteur public est prêt à associer avec le secteur privé. Donc à la fin, tous ces acteurs-là, ils ont besoin d'un mécanisme de coordination pour qu'ils puissent fonctionner et assurer cette marche ensemble et tirer profit des connaissances des différents intervenants en biotechnologie, l'industrie pharmaceutique, la recherche publique, académique, la recherche privée, coordonner et harmoniser les efforts des différentes parties prenantes et accroître considérablement la capacité du pays à développer la biotechnologie. Alors, le cinquième pilier, c'est l'organisme national de coordination ou bien du chef d'orchestre. Il faut qu'on ait un chef d'orchestre
pour qu'ils puissent coordonner et gérer cette stratégie et cet écosystème au niveau national. Donc l'existence d'un organisme national de coordination par rapport à la biotechnologie, ça va permettre de mutualiser les efforts en matière de développement de la biotechnologie, de mobiliser des ressources externes et internes, de mettre en place des normes et des standards, et de mettre en place aussi un système de contractualisation de public et privé. Et là, je donne l'exemple de la Chine. Donc la Chine, au niveau de la Chine, nous avons le China National Center for Biotechnology Development. C'est l'acteur clé au niveau de la Chine par rapport à l'agenda de la biotechnologie et du développement de l'agriculture. Le deuxième mécanisme, c'est les financements, les mécanismes de financement de la biotechnologie. Et l'existence de mécanismes flexibles et variables vont permettre d'assurer des ressources domestiques pérennes pour la recherche scientifique, pour aussi la production des produits biologiques, de mobiliser les compétitions internationales aussi, d'alléger les procédures financières pour le développement de la biotechnologie. Et là, je donne quelques exemples. Le fonds de soutien à la recherche et l'innovation, c'est un exemple de mécanisme qu'on pourrait mettre, et que j'ai entendu parler ce matin à travers l'intervention du secrétaire militaire, de créer un fonds recherche, un concept que le livre blanc aussi a proposé en tant qu'élément de cet écosystème par rapport au financement de la biotechnologie. Et puis enfin, le septième pilier, c'est le système de suivi et de mesure de la performance de la biotechnologie. Ça va permettre de consacrer le principe de responsabilité. Et bien sûr, on a un fouille de rôle, un engagement pour reporter par rapport à ces conventions stratégiques, tirer les leçons des expériences et apprendre des échecs, et puis tirer parti de cet apprentissage pour améliorer l'efficacité et l'efficience des activités de développement de la biotechnologie. Donc, à la fin, il n'y a pas de modèle fixe pour les écosystèmes, c'est un modèle conceptuel, mais chaque pays peut établir et renforcer son écosystème de biotechnologie en fonction de son propre santé. Donc là, juste des éléments d'analyse par rapport à la pandémie Covid, par rapport à l'aspect de l'écosystème pour développer la biotechnologie. Trois conclusions à partir de cette crise qui s'impose, au moins pour ce qui concerne le Maroc, mais on peut appliquer ces recommandations, ces conclusions sur plusieurs pays arabes et du Sud. La première conclusion, c'est que le Maroc ne peut pas continuer à dépendre de l'extérieur en ce qui concerne ses besoins sanitaires de base pour une population qui vit beaucoup plus longtemps, qui demande des traitements et des soins qui couvrent des thérapies qui sont dans leur grande majorité fabriquées des produits biologiques. Deuxième conclusion, c'est que le Maroc ne peut plus rester vulnérable à une autre pandémie sans pouvoir en interne être capable de fabriquer, même sous licence et à court terme, des vaccins nécessaires et des traitements biologiques pour protéger les populations sans dépendre des autres. Et puis le Maroc devra développer des partenariats, créer des alliances stratégiques nord-sud, sud-sud au niveau global. Et la recommandation, c'est la nécessité de renforcer l'écosystème national de développement de la biotechnologie. Je crois que plusieurs ingrédients composants existent. On a vu ça au fil des présentations aujourd'hui. Les ingrédients sont là. Mais il faut juste fédérer tout ce monde-là, toutes ces parties prenantes, avec des rôles et des responsabilités clairs et avec des moyens suffisants. Et puis, il faut aussi assurer le transfert de technologies et de connaissances vers le Maroc pour renforcer cet écosystème et créer des partenariats et des alliances au niveau global. On ne peut pas travailler seul. Donc, la nécessité du partenariat au niveau global est nécessaire. Maintenant, sur la base de ce concept d'écosystème, ce concept de renforcement des capacités de coopération technique, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans le cadre des travaux de ces associations savantes qui ont l'ambition de se lancer dans un processus qui va permettre au Maroc de produire des vaccins à court terme. Donc, nous proposons un programme de transfert des connaissances pour le renforcement de l'écosystème national de biotechnologie. Ce programme, les grandes lignes de ce programme se présentent comme suit. D'abord, son but, c'est d'aider le pays à tirer pleinement parti des opportunités offertes par le contexte post-Covid
19 qu'on a tous discuté aujourd'hui. L'objectif, c'est d'aider le pays à bâtir un écosystème national efficace et inclusif pour le développement de la technologie, en créant des possibilités d'emploi et en contribuant aux objectifs millénaires pour le développement. Alors, les bénéficiaires, toutes les parties prenantes du pays, que ce soit bénéficiaires, que ce soit le secteur public ou privé, avec une durée moyenne de 4 à 5 ans. Alors, la banque, est-ce qu'il pourra aider par rapport à la création, au développement de programmes de transfert des connaissances? La banque est mise à la disposition des acteurs. Son mécanisme qu'on appelle le reverse linkage, c'est un mécanisme de coopération technique qu'on a développé au sein de la Banque islamique de développement depuis 2015 et qui permet l'échange des connaissances et technologies et des solutions de développement entre les pays pour développer les capacités. Et donc c'est un mécanisme qu'on met à la disposition des acteurs. S'il y a un intérêt de développer ce programme de transfert de connaissances pour leur renforcement. Donc, juste pour encore expliquer ce reverse linkage, il s'agit d'un partenariat tripartite entre un pays pourvoyeur qui a déjà la capacité et qui est prêt à la partager, et la banque peut jouer un rôle dans l'identification du pourvoyeur des connaissances, de son en contact avec les 57 pays du monde, plusieurs pays ici. Et puis, il y a un pays bénéficiaire et la banque a le rôle de facilitateur pour assister ce transfert à travers une approche projet axée sur les résultats. Ce n'est pas one shot, ce n'est pas une sous-activité, c'est un processus qui durer 2, 3, 4 années et avec des résultats clairs et avec un focus sur les 3 niveaux de capacité pour vraiment assurer la transformation et l'acquisition des connaissances et leur durabilité. À la fin, c'est un abonnement gagnant-gagnant, que ce soit le pays pourvoyeur, le pays bénéficiaire, tout le monde est gagnant à la fin. On n'a pas le temps de détailler tout ça, mais c'est un partenariat gagnant-gagnant. Juste pour aussi démystifier, voilà un peu, depuis 2015, on a pu créer environ 25 projets d'échange entre les différents pays du monde. De la banque, vous pouvez voir ici un lien entre la Malaisie et le Suriname, entre le Bangladesh et la Turquie, entre le Maroc et Djibouti. Donc, grâce à ce mécanisme de coopération technique et d'échange et de transfert de connaissances, nous avons pu connecter 22 pays, nous avons pu couvrir un mécanisme qui s'applique à tous les secteurs de développement, pour nos interventions, pour le domaine de l'éducation, la santé et l'énergie. Il s'agit d'un mécanisme qu'on peut utiliser et adapter pour les domaines de développement. Donc, juste pour finir et pour démystifier encore ce mécanisme de reverse linkage, qu'on vous propose comme approche des contributions de la banque, si les parties prenantes veulent s'engager dans un projet d'échange pour assurer le renforcement du capacité et le transfert des connaissances d'autres pays vers le Maroc pour créer ce système. J'ai une petite vidéo de 2 minutes juste pour clore et pour démystifier encore ce mécanisme de reverse linkage. Reverse linkage, development through South-South cooperation. At the Islamic Development Bank, we foster a culture of cooperation, learning and mutual support. That's the idea behind reverse linkage. Reverse linkage is a mechanism through which member countries exchange knowledge, technology and resources, forming closer bonds as they tackle one another's development problems together. It also supports the member countries to benefit from the wealth of knowledge available in the global south. Reverse linkage has a number of core features that have helped to make it so attractive. Its inclusivity and peer-to-peer approach, strategic alignment with each country's development priorities, and the ownership and commitment of participating countries. All of this results in the best feature of all, win-win outcomes. Since the first project in 2013, reverse linkage has been growing, diversifying, and being institutionalized within the bank. By the beginning of 2019, the bank approved 20 projects, with the accumulated project amount reaching a total of $123 million. Through resource mapping, we identify the best providers' expertise
in a wide range of sectors, including renewable energy, health, ICT for development, disaster risk management, education, agriculture, water resource management, and livestock. Reverse linkage projects cover a wide geographical area too, with some countries providing support, some receiving it, and some doing both. So far, 21 countries have been connected by taking part in projects, with others set to join them. 79% of the grant funding for the projects comes from recipient and provider countries, ensuring they have strong ownership, with the ISDB and other partners providing the rest. Reverse linkage is South-South cooperation at its finest. The bonds we're building together will lead to lasting partnerships and effective development. To find out more about reverse linkage, visit our website or contact us directly. Donc voilà, j'ai fini ma présentation. Je remercie encore une fois professeur Azim Ibrahim d'avoir donné cette opportunité de participer avec vous et de faire des propositions. Donc je suis à l'écoute soit des questions de clarification sur ma présentation, que ce soit des actions à prendre dans le futur pour aller au-devant et travailler sur le transfert des connaissances du Maroc pour le développement de l'écosystème de la biotechnologie, permettre au Maroc de produire le vaccin de rêve que M. Ibrahimi a annoncé, que tous les participants aujourd'hui ont rêvé. Donc voilà, merci encore une fois et je suis à votre disposition.